Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro d'Enquête de région. La Bretagne, région maritime par excellence, avec ses nombreux ports, partie intégrante de nos paysages et de notre patrimoine. Mais à l'heure où l'économie de la mer devient mondiale et ultra concurrentielle, au moment où la pêche est de plus en plus sous surveillance, les sites portuaires bretons ont-ils un avenir? Et cet avenir est-il prometteur? C'est la question que nous posons ce mois-ci. Voici tout de suite le sommaire de l'émission. Ce mois-ci, notre grand témoin est Pierre Karleskind, océanographe et vice-président du conseil régional chargé de la mer. Avec lui, nous verrons comment le port de Brest, premier site français de réparation navale, longtemps lié à l'activité militaire, cherche à rebondir avec l'industrie des énergies renouvelables et la déconstruction des navires. La Bretagne est la première région de pêche en France, mais pour combien de temps? Y aura-t-il encore assez d'armement et de marins pêcheurs dans les années à venir? Face aux difficultés de recrutement de la filière, nous tenterons de comprendre pourquoi. Nous évoquerons aussi une renaissance, celle du port du Légué à Saint-Brieuc. En sommeil, pendant 20 ans, le site portuaire a totalement changé de visage. Enfin, notre séquence Était-il nous amène à la Trinité-sur-Mer dans les années 60. À cette époque, le petit port morbihanais est la Mecque de la voile et de la plaisance. Mais on parle déjà de manque de place. Merci Pierre Karleskind d'avoir accepté notre invitation. On va tout de suite commencer l'émission avec une petite carte, la carte de la Bretagne portuaire. On va voir que notre région est bien dotée. Il y a eu un petit changement il y a un an avec la loi NOTRe, puisque la région a récupéré la compétence sur 22 ports bretons. La Bretagne, la région qui devient pilote. Ça change quoi d'être propriétaire aujourd'hui de plusieurs sites portuaires? Ça change quoi? En fait, c'est au fur et à mesure des lois de décentralisation qu'on en est arrivé à ces 22 ports. Ça change que on peut maintenant penser les ports bretons dans une forme de système vraiment breton. Et ça permet d'avoir un peu de cohérence. Vous parliez de compétition. Je crois que c'est extrêmement important de comprendre que si on se contente de mettre nos ports bretons en compétition, je pense qu'en faire survivre certains va être vraiment difficile. Et donc, si on ne pense pas en complémentarité, cohérence, synergie, on ne va pas y arriver. Sur le commerce, comment est-ce qu'on fait en sorte que nos ports servent à desservir le territoire? Sur la pêche, comment est-ce qu'on coordonne les efforts, les investissements qui sont faits dans les différents ports? Donc on voit qu'il y a plein de raisons. Vous ne pouvez pas empêcher la compétition entre les sites portuaires, parce qu'il y a compétition aujourd'hui. Et pourquoi pas? C'est justement mon rôle. C'est mon rôle en tant qu'autorité publique que de dire, nous allons travailler ensemble, parce que si nous ne travaillons pas ensemble, nous n'y arriverons pas, et que nous perdrons tous. Donc l'objectif, c'est faire en sorte qu'on gagne tous ensemble sur les différentes places portuaires bretonnes. Propriétaire, mais pas opérateur. Comment justement vous pouvez influer sur la politique d'un port, par exemple? Je suis opérateur si je veux. Parce que s'il y a des opérateurs qui sont différents du propriétaire, c'est simplement parce que nous l'avons décidé. Nous sommes totalement responsables des ports, que ce soit du patrimoine, que ce soit de leur gestion. Et nous déléguons la gestion, parce qu'on considère qu'il y a des opérateurs qui, historiquement, savent le faire. En Bretagne, la plupart des ports, en tout cas les ports de commerce, les ports de pêche, pour une bonne partie, sont gérés par les chambres de commerce et d'industrie. Mais parce qu'ils ont tout l'historique derrière. Donc on ne va pas forcément remettre ça en cause, mais dans l'année qui vient, même voire 2 ans, notamment sur Lorient, Saint-Malo, Brest, on va renouveler ces concessions, ce qu'on appelle les délégations de services publics. Et donc on va reposer tout un tas de questions à nos gestionnaires. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une influence sur ce qui va se passer sur nos ports en Bretagne. Alors, avant de regarder le premier reportage de notre émission, je voudrais qu'on revienne sur une question, en fait, le paradoxe breton. La Bretagne, c'est 2700 km de côte. La Bretagne est située à l'entrée du plus important couloir maritime mondial. Où transite chaque année, 20% du trafic maritime mondial transite à proximité de nos côtes. Dans le rail d'Ouessant, il y a par exemple 120 navires au quotidien qui passent. Et quand on regarde le classement des ports français, on va le regarder tout de suite, aucun port breton dans le top 10 des ports français qui ont le plus de marchandises ou de trafic. Comment expliquer cela? Je pense que vous avez oublié Nantes-Saint-Nazaire, qui certes n'est pas en 4e position. Certes n'est pas dans la région administrative bretonne, mais quand même un port breton. Donc il ne faut pas l'oublier, parce que dès lors qu'on parle de port, on parle d'Interland. Interland, c'est le territoire terrestre qui est desservi par le port. Et c'est comme ça qu'il faut penser. Et mais pourquoi Brest, Lorient, Saint-Malo ne sont pas mieux classés? C'est simple. Où sont les zones d'achalandise de nos ports? Qu'est-ce qu'on veut desservir? Quel territoire? Au fond, si vous voulez desservir Paris, quel est le plus logique? Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une fatalité, mais est-ce qu'il est plus logique de faire arriver la marchandise au Havre et ensuite de l'envoyer à Paris par la route, la Seine ou le fer, ou bien de lui faire traverser la Bretagne et la moitié de la France avant d'arriver à Paris? Je pose cette question tout à fait sciemment parce que
moi, je ne voudrais pas qu'on s'imagine que l'objectif du Conseil régional, c'est de faire en sorte qu'il y ait des centaines et des centaines de camions qui traversent la Bretagne pour emmener une marchandise qui serait expédiée à Brest pour aller jusqu'au centre de la France. Ça ne peut pas marcher comme ça. Mais le cabotage maritime peut être amélioré. Pourquoi Brest ne deviendrait pas aussi important, par exemple, pour le trafic des conteneurs que Le Havre, que Marseille? Parce que l'Interland de Brest, celui qu'on va desservir, c'est la région Bretagne, pour une partie, peut-être même pour certaines marchandises, l'ouest de la région Bretagne. Par contre, ce que vous dites, et ce sur quoi vous avez tout à fait raison, c'est qu'il faut qu'on augmente cette question du cabotage maritime. Et ça, moi, je m'y emploie très concrètement avec les autorités nationales. Le Premier ministre a voulu relancer une dynamique portuaire en France. Tant mieux, parce que je crois que tous les ports en ont besoin. Mais moi, je rappelle que la dynamique portuaire ne peut pas que concerner les grands ports français. Elle doit concerner aussi les ports qu'on dit secondaires, puis c'est comme ça qu'on appelle les ports, en tout cas ceux qui sont en Bretagne, les ports secondaires, qui ont une vraie influence sur l'aménagement du territoire, qui évitent des camions sur les routes. Mais il faut bien articuler tout ça. Et on voit que c'est vraiment en ayant une réflexion globale qu'on peut sortir par le haut. Alors, des bons points tout de même pour les ports bretons. Lorient, deuxième plus grand port de pêche français. Le classement change d'année en année. Premier, deuxième, premier. On va leur premier. Je crois que même en tonnage cette année, c'est premier. Donc, Brest, premier site de réparation navale en France. Et justement, la Cité du Ponant a du coup acquis un savoir-faire qui pourrait être très utile, notamment pour développer une filière déconstruction. Alors, il est loin le temps. Le porte-avions Clémenceau dû finir sa vie après une rocambolesque croisière en Inde, vers l'Inde. On s'en souvient tous. Aujourd'hui, l'Europe veut développer le marché du recyclage. Dès l'année prochaine, pour démanteler les navires battant pavillon européen, il faudra montrer patte blanche, il faudra passer par des chantiers agréés. Justement, Brest a obtenu le fameux Sésame, le label, une opportunité qu'il ne faudra pas louper. Regardez. Les vieux navires vont mourir en Asie. Sur les 500 démantelés l'année dernière dans le monde, les 3/4 l'ont été en Inde, Chine, Bangladesh, Pakistan. Pourtant, l'Europe est propriétaire de près de la moitié de ces épaves. Alors que les bateaux en fin de vie se comptent par dizaines de milliers, l'Europe tente timidement de reprendre la main sur cette activité et la Bretagne va tenter de tirer son épingle du jeu. Tout a commencé à Erdeven, dans le Morbihan. En décembre 2011, le TK Bremen s'échoue sur la plage de Kermigny. Une entreprise finistérienne est choisie pour participer à sa démolition. Une première qui convainc les recycleurs bretons de se lancer dans cette nouvelle activité. Il leur faudra attendre 2016 pour entamer leur premier chantier à Brest. Le Captain Saref, un vraquier de 150 mètres, abandonné par son armateur en 2000. Avec ses 5500 tonnes, c'est le plus gros navire civil jamais démantelé en France. Après 3 mois de dégazage, désamiantage et dépollution, commencera le démontage de la superstructure avant la déconstruction de la coque elle-même. À l'issue de l'opération, le bateau aura été valorisé à 80%. Ça a été une opération rentable. Tout d'abord parce que le cours des matières est stable depuis un moment. Ça fait à peu près 18 mois, on rencontre des cours qui sont plutôt favorables. Et puis la rentabilité d'une opération telle que le Tsaref ou les prochains bateaux ne réside pas que dans la vente des matières premières, des ferrailles, mais également des métaux et également du réemploi. Le réemploi, c'est toutes les pièces que nous pouvons retrouver, donc ça peut être des pièces de rechange, des pièces mécaniques, des vannes, des pompes, qui peuvent être revendues. Il y a un marché qui existe et qu'on peut développer et qu'on espère développer dans les années à venir. 4 ports français seulement sont habilités par l'Union européenne pour pratiquer la déconstruction. Brest est le seul en Bretagne et possède quelques atouts pour devenir un site reconnu. D'importants moyens de levage, 12 mètres de tirant d'eau, de longs quais et des formes de radoux pouvant accueillir des bateaux de plus de 10 000 tonnes. Et bien sûr, tout un savoir-faire lié à la navale. Mais le plus dur reste à faire, s'imposer dans un paysage européen où règne une concurrence féroce. C'est un démarrage d'activité, donc ce qui manque, c'est encore une meilleure visibilité. On met tout en œuvre, on est consulté actuellement par des armateurs espagnols. On a récemment été consulté également par un armateur islandais. Et les choses viennent, c'est une création, donc ça prend un petit peu de temps. Pour que son activité soit viable, l'entreprise finistérienne doit traiter une dizaine de bateaux par an. L'année 2018 s'annonce bien. Les recycleurs bretons ont déjà décroché plusieurs contrats, comme le Partisan, un navire d'entraînement de la marine, et l'André Colin,
qui a assuré la liaison avec Ouessant durant 20 ans. Mais il lorgne aussi sur l'Antigone Z, un bateau poubelle abandonné à Brest depuis 2012, et sur un autre gisement très prometteur, celui de la Marine nationale. 8 bateaux militaires font l'objet d'un appel d'offres. Les recycleurs bretons sont sur les rangs. La déconstruction n'a pas toujours été bienvenue à Brest. Des universitaires ont mené une étude auprès des acteurs du port, entreprises et syndicats. Il en ressort qu'on ne tire pas facilement un trait sur un passé de constructeur naval. Les activités considérées comme étant nobles, c'est encore aujourd'hui la construction neuve. Même si à Brest, on ne construit plus de bateaux, ou si peu. Un cran en dessous, on retrouve la réparation navale, ce qui est une activité bien présente sur le site de Brest. Et quant à la déconstruction, c'est un peu considéré comme étant de la démolition, autrement dit de la basse besogne. Et c'est la raison pour laquelle il y a aussi une certaine réticence à développer cette activité. La déconstruction a moins de valeur ajoutée que par exemple la réparation navale ou la construction. Il y a un rapport de 1 à 10 à chaque fois. La réparation navale, c'est la valeur ajoutée est 10 fois plus importante, donc les emplois associés aussi, et la construction, c'est encore 10 fois plus productif que la réparation navale. Mais la déconstruction est une activité pour le port de Brest. On a besoin de ces métiers-là aussi pour avoir une activité complète, et puisque nous sommes un port diversifié. L'association Morglaz bataille depuis de nombreuses années pour que Brest devienne un site majeur de déconstruction. Elle continue de réclamer une législation plus contraignante. Dès l'instant où on remorque une épave ou un déchet, parce que les navires qui partent à la déconstruction, ce sont des déchets, eh bien, il faut leur faire prendre le moins de risques possible, c'est-à-dire en les déconstruisant au plus près, avec un remorquage, s'il doit exister, le plus court possible. Dernier exemple en date, le 22 décembre 2016, 2 barges de l'armateur danois Maersk sombrent au large de l'île de Sein, provoquant une pollution aux hydrocarbures. Elles faisaient route vers un chantier de déconstruction en Turquie, tracté par un navire lui-même voué à la casse. Ça a été un raté du début à la fin. Dès l'instant où ces barges se sont trouvées en difficulté, il aurait fallu que le préfet maritime, avec la mise en demeure, puisse demander au convoi de rallier Brest et que donc ces navires soient déconstruits sur place à Brest. Réduites en morceaux, les carcasses redeviennent une matière première prisée des industriels. À elle seule, la sidérurgie française engloutit chaque année plus de 8 millions de tonnes de ferraille. Quant au Captain Saref, on ne le verra plus à quai, mais il sera toujours bien présent à Brest. Les 5000 tonnes recyclées sur le Captain Saref ont été valorisées chez Arcelor à Dunkerque et elles ont servi plus particulièrement à l'aménagement du polder. On retrouve les ferrailles ici qui servent de platelage sur le polder. Le Captain Saref aura fourni 20 000 heures de travail à 20 personnes, des chiffres qui pourraient facilement doubler d'ici 5 ans. Mais surtout, ce chantier aura réussi à convaincre bien des acteurs que la déconstruction est une activité d'avenir. Voilà, un avenir pour le port de Brest. Pierre Karleskind, on va juste regarder quelques chiffres pour replacer un peu le contexte mondial. 35 000 navires à démolir à travers le monde. Prévision pour cette année pour Brest, 5 à 6 bateaux à déconstruire. C'est peu par rapport au volume mondial. Que peut faire dans la filière des constructions le port de Brest par rapport au low cost, Made in Inde ou Made in Bangladesh? C'est la bonne question auquel les recycleurs bretons commencent à apporter une solution. Et d'ailleurs, c'est vraiment une excellente chose que ce soit bien un industriel, un professionnel qui prenne en main cette question. Parce que, comme l'a expliqué le responsable de la CCI, toute la question qu'on a à se poser, c'est comment est-ce qu'on maximise la valeur ajoutée des activités qui se déroulent sur le port. On a parlé de la construction, qui était une activité essentiellement militaire à Brest. La réparation navale, qui est une activité civile, qui a eu un creux assez sérieux l'année dernière et l'année d'avant, mais qui est en train de reprendre. On voyait un navire de croisière, il va y en avoir un autre, qui est une activité à relativement haute valeur ajoutée. Il faut demander aux industriels d'être multicarte, en fait, de jouer sur plusieurs créneaux. On voit bien que dès lors qu'on a un peu de place, parce qu'il faut de la place aussi, il ne faut pas oublier, on pense souvent que les ports, il y a de la place, on peut mettre facilement un bateau dans une forme, mais les formes de radoux, je pense à la forme numéro 1,
qui est celle la plus petite des 3 grandes formes quand même de Brest, puisqu'on a des formes absolument gigantesques à Brest, il ne faut pas l'oublier. On a un outil industriel exceptionnel. Et donc, comment est-ce qu'on met en valeur cet outil industriel exceptionnel? Et donc, on voit qu'il y a des industriels qui doivent aller conquérir des marchés. On les accompagne en leur facilitant la tâche pour accéder à ces formes de Radou. On les accompagne quand il y a besoin pour les tarifs, ce genre de choses. Mais on voit bien qu'il y a une compétitivité, comme vous l'avez dit, qui est absolument phénoménale en Europe. Mais le port de Brest, voilà, c'est une activité qui commence à montrer sa réalité dans ce port. Avec un gros client potentiel, la Marine nationale. On la connaît bien, la Marine nationale à Brest. Mais il y a des appels d'offres. Et là, par exemple, il y a 3 sous-marins à déconstruire. La Marine nationale ne va pas forcément les faire déconstruire à Brest. Alors, la Marine nationale, moi je ne suis pas dans ces petits papiers. Non, mais je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Mais c'est la question que pose l'association Morglaise. Voilà, ce qui est sûr, c'est que moi, je considère que ce marché sur la Marine nationale, ça doit pouvoir être un levier si on veut vraiment que cette filière prenne son essor à Brest, prenne son envol. Parce que eh bien, ça va être structurant. On a vu le nombre de bateaux qu'il s'agit de déconstruire. Voilà, on a des bateaux qui arrivent en fin de vie dans les années qui viennent, les bateaux gris de la marine, qui ont vécu aussi à Brest. Donc on voit que le port de Brest est un port polyvalent. Je pense que c'est important de garder cette polyvalence parce que parfois les activités, elles ont des hauts, elles ont des bas. On met tout en œuvre justement pour pouvoir accompagner cette polyvalence. C'est vraiment l'enjeu des années qui viennent. Polyvalence. C'est le mot choisi. Justement, un nouvel horizon s'ouvre également pour le port de Brest. Tous les regards se tournent désormais vers les énergies marines renouvelables, les fameuses EMR. Brest s'imagine bien être une nouvelle place forte. Regardez le dessin de notre dessinateur Loïc Schwartz qui a imaginé avec son humour tout le potentiel de reconversion possible avec cette nouvelle filière. Peut-être qu'un jour, les bâtiments militaires seront, à propulsion nucléaire notamment, seront remplacés par des énergies renouvelables. Alors, on est déjà dans le concret puisque des travaux ont commencé pour créer un polder de 40 hectares, l'équivalent de 50 terrains de foot à peu près. Fin du chantier prévu en 2020. L'objectif, c'est quoi? C'est d'être une plateforme de stockage, d'assemblage pour les énergies marines renouvelables? Oui, absolument. Mais déjà, pour répondre à la caricature, vous savez, un bateau qui est propulsé par les EMR, ça s'appelle un voilier. Oui. Ça fait très longtemps que ça existe, en fait, les EMR, et on ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte. Plus sérieusement, sur le port de Brest, sur ce polder de 40 hectares, on va mettre 40 hectares d'espace industriel à disposition, justement, des industriels, des énergies marines renouvelables. L'objectif, donc on a un polder qui existe. Le polder, il date des années 60-70. Et à l'époque, il était prévu d'y installer une raffinerie. Et puis, crise pétrolière oblige, on ne fait rien. Les élus de l'époque se disent, eh bien, ce site, gardons-le pour un projet structurant pour notre territoire. Eh bien, pendant 40 ans, on a attendu et ce projet structurant, il arrive. C'est cette filière énergie marine renouvelable. Aujourd'hui, les technologies ont évolué, les technologies sont prêtes et on peut envisager en France enfin cette filière. Brest est quand même très bien placé. Et des entreprises auraient déjà réservé leur place là? Alors des entreprises, on est en négociation permanente avec ces entreprises. Par exemple par exemple, alors, comme il y a encore des appels à concurrence sur le sujet, je n'ai pas le droit de vous donner le nom des entreprises. Mais par exemple, des entreprises se positionnent. Des entreprises se positionnent. On est en train de discuter avec 3 industriels différents sur la construction des fondations pour le champ éolien de Saint-Brieuc. Nous sommes en discussion, là, je peux le dire, avec Sabella, qui est l'entreprise quimpéroise qui produit des hydroliennes, sur comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une ligne de fabrication d'hydroliennes sur le polder. On est en discussion avec le consortium mené par Eolfi qui va faire des éoliennes flottantes, un petit parc expérimental de 4 éoliennes flottantes au large de Groix-Belle-Île. Eh bien, au large de Groix-Belle-Île, ces machines, elles vont être fabriquées en partie à Brest. Ben, je peux vous dire qu'on est déjà en train de se demander comment on va organiser la place sur ces 40 hectares. Donc, ça se bouscule au portillon. Ça se bouscule, évidemment. Alors, Brest est à l'image d'autres ports bretons, un atout des activités diversifiées et la polyvalence. Et en Bretagne, il y a aussi une autre niche à exploiter, c'est le tourisme. On parlait des croisières. Les ports bretons peuvent se positionner sur les escales de croisière. Des chiffres intéressants, 25 000 croisiéristes en 2016. Ça représente un budget de 2,5 millions d'euros. Bon, ce sont surtout des Américains et des Allemands qui peuvent débarquer. Saint-Malo est d'ailleurs le premier port breton pour les escales. Ça, c'est vraiment une carte à jouer aussi pour les ports bretons. Certains professionnels du tourisme disent que les ports bretons ne sont pas vraiment adaptés ou ne veulent pas vraiment s'adapter. Alors c'est quelque chose qui est assez émergent parce que c'est vrai que vous prenez il y a 15 ans,
on se disait par exemple sur le port de Brest, je pense qu'il n'y avait quasiment pas une seule escale il y a 15 ans. Et puis il y a eu cette volonté locale d'ailleurs, qui a été très fortement soutenue à l'époque par les élus locaux, de se dire est-ce qu'on ne peut pas organiser en quelque sorte ces escales. Aujourd'hui, le chiffre que vous donnez, les chiffres que j'ai pour 2017 sont quasiment au double de ceux que vous avez en 2016. Donc ça se développe. Il y a un vrai développement, il y a un vrai boom avec la volonté de dire les gens finalement se promènent autour de nos côtes, les trouvent très jolies, mais pourquoi est-ce qu'ils ne s'y arrêtent pas? Et c'est quasiment 50 000 touristes qu'on arrive à amener sur le territoire breton de cette façon. C'est loin d'être négligeable. Donc il y a une politique touristique aussi qui sera aménagée par rapport à ce potentiel aussi, parce derrière, en général, les croisiéristes restent une seule nuit. En général, il reste une seule nuit. Et donc, c'est comment est-ce qu'à partir de Brest, à partir de Brest, il y a de quoi faire. Aller visiter le Finistère, on a des programmes à la journée. Sur Saint-Malo, l'évidence, c'est d'aller faire un petit tour au Mont-Saint-Michel, mais il n'y a pas que le Mont-Saint-Michel dans la vie quand on est à Saint-Malo. Et sur l'Orient, on a aussi tout le potentiel du Morbihan à aller découvrir. Donc, on voit qu'il y a ce potentiel. Et vous avez raison de dire que l'étape suivante, c'est certes pouvoir accueillir les bateaux de croisière, accueillir les croisiéristes, mais derrière proposer l'offre touristique. Et ça, on y travaille. Alors, on poursuit notre émission sur l'avenir des ports bretons. Vous le voyez sur ce graphique, ils sont pourvoyeurs vraiment de nombreux emplois. Regardez dans le commerce maritime, beaucoup de navires. Voilà, le schéma va bientôt arriver, j'espère. Voilà, 600 matelots sur 224 navires de commerce, 5700 salariés dans la transformation pour les produits de la mer et 13 700 emplois dans les chantiers navals. Mais dans le secteur de la pêche, on est un peu inquiet. Inquiétude exprimée il y a quelques jours lors de la semaine de l'emploi maritime. La Bretagne, première région de pêche en France, 40% du volume national débarqué. Mais pour combien de temps? Dans les années à venir, y aura-t-il encore des marins pêcheurs dans nos ports? Les besoins sont là. Dans les 5 prochaines années, 5000 postes seront à pourvoir dans la région. Mais l'enseignement maritime ne forme que 5% des besoins. C'est dire si le recrutement devient vraiment aujourd'hui problématique. Regardez. À 20 ans, Mathieu fait partie de la relève. Diplômé du lycée maritime du Guilvinec, il vient de reprendre le bateau d'un pêcheur de Douarnenez qui prend sa retraite. La pêche, ça a toujours été une passion pour moi depuis toujours. Donc là, maintenant, ma motivation, c'est me dire j'aurai un équipage, donc j'aurai aussi des gars à faire attention, à les faire vivre, tout ça. Donc à ramener du poisson de qualité, pas trop de quantité pour préserver la ressource aussi. Dans son projet, le jeune homme a été soutenu par son père, lui aussi marin-pêcheur. Quand on voit des jeunes comme ça qui en veulent, que ce soit petite pêche ou pêche au large, il faut être derrière. Nous, mais aussi les politiques. Parce que si les politiques ne sont pas derrière au niveau maritime, on ne sera rien, nous, parce que notre voix ne compte pas beaucoup. Car ces dernières années, la pêche a été mise à mal. Prix du carburant, quotas drastiques, vieillissement de la flotte. En Bretagne et Pays de la Loire, on ne compte plus aujourd'hui que 4800 hommes pour 1700 bateaux. Malheureusement, le nombre de patrons et de marins partant à la retraite dans les 5 prochaines années est plus important que le nombre de marins rentrant dans le métier. Donc je crois qu'il y a un besoin d'attractivité, de communication et que de dire que c'est un métier où on a une ascension sociale importante, que c'est un métier où on gagne sa vie. Et je crois que c'est tous ces éléments-là qu'il faut à tout prix mettre en avant. La prochaine difficulté que tu vas rencontrer, ce sera toujours cette paille à remonter. En gros, là, dès que je vais arriver ici. Priscilla n'a pas eu besoin d'autant d'arguments pour être convaincue. En seconde au lycée Cassard de Nantes, l'un des 5 lycées maritimes de l'Ouest, elle prépare un bac pro et se destine au métier de patronne de pêche. Ça me plaît depuis que je suis toute petite. Je suis dans le monde de la pêche, je suis issue d'une famille de pêcheurs. Comment réagit la famille? Très mal. Non, tu vas pas être pêcheur, t'es une fille et tout. Mais bon, je suis passée au-dessus et mes parents ont été d'accord au bon moment. La motivation est toujours la même. Par contre, ils se rendent bien compte que l'approche du métier est différente parce que la réglementation a changé et ils sont tout à fait conscients que ce que pouvait faire le grand-père, ce que pouvait faire leur père, ils vont le faire mais différemment. Mieux protéger la ressource, choisir de meilleures techniques de pêche, voilà ce qui est mis en avant aujourd'hui dans les lycées maritimes aux côtés des enseignements traditionnels. Pour autant, un jeune formé n'a pas encore toutes les compétences nécessaires pour être opérationnel à bord. C'est ce que déplore ce patron Lorienté qui vient d'embaucher un matelot, non sans mal. Avec le réseau, on arrive toujours à trouver des gars. Mais ouais, c'est compliqué parce que dans le sens où il faut trouver des gens vraiment formés
vu qu'on a des équipages assez restreints. Et quand on n'a pas une personne bien formée, c'est compliqué de la former à bord. Donc plus elle est formée en amont, plus c'est facile pour nous. Un point de vue que ne partage pas tout à fait Alain Pomès. Il dirige le Centre européen de formation continue maritime qui forme 3 à 4 000 personnes par an. Lui met en avant le travail en commun et la nécessité pour les chefs d'entreprise de s'investir davantage dans la formation de leurs équipages. Si aujourd'hui les professionnels ne se donnent pas le temps nécessaire pour investir dans la recherche, dans la gestion, dans la formation, dans l'accompagnement de la ressource humaine, bien bientôt ils auront tout leur temps disponible puisqu'il n'y aura plus personne. Donc ce temps, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils le consacrent à cette activité. Une réforme de la formation maritime est en cours. Aidera-t-elle la filière à trouver suffisamment de pêcheurs dans les prochaines années? À voir. Mais les marins, eux, croient en l'avenir. Voilà, les ports bretons auront-ils encore des marins pêcheurs dans les années à venir? Et pour répondre à cette question, nous avons invité Denis Biget. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes anthropologue, chercheur associé à l'UBO et grand spécialiste de l'enseignement maritime. Vous avez d'ailleurs écrit 2 livres à ce sujet. On va les voir apparaître à l'écran, je les ai à la main. L'enseignement professionnel des pêches maritimes en France et École de pêche EAM et EMA, lycée professionnel maritime. Question voilà, toute simple, Denis Biget, la pêche professionnelle manque de bras aujourd'hui. Ça peut paraître étonnant quand même dans une région comme la Bretagne. Est-ce que ça veut dire que les jeunes ne sont plus attirés par ces métiers de la mer ou ont-ils peut-être aussi un peu perdu la culture maritime de leurs aînés? Eh bien, je dirais qu'ils ne sont plus attirés. Certains sont attirés. Certains sont attirés, ils y vont, ils sont motivés. D'autres ne sont pas attirés parce qu'il y a un attrait général, je pense, pour d'autres formations. On veut être médecin, professeur, menuisier. Peut-être parce que ces métiers ne sont pas bien connus. Parce qu'aussi les lycées professionnels maritimes sont peu nombreux et représentent un tout petit... Il y en a 4 en Bretagne. Il y en a 4 en Bretagne. Ils représentent un tout petit chiffre dans le paysage éducatif français, breton et français aussi, les 12 en France. Donc ce sont des établissements peu connus. Et je dirais également qu'il y a une image qui est soit négative, soit positive. Alors négative... Alors ouais, c'est quoi? C'est un métier dur. Un métier dur, c'est un métier très difficile. On est souvent parti de la maison. Comment? On est souvent parti de la maison. C'est très accidentogène. C'est un métier compliqué. C'est un métier qui demande beaucoup de travail, beaucoup de présence. Et puis, c'est une image aussi négative du métier qui est liée à ça. C'est une image aussi positive des fois, où on parle beaucoup de la pêche, on parle beaucoup du monde de la pêche, on dit que c'est un beau métier, mais on n'en parle pas de façon très réaliste, je crois. Et il faut absolument que... Quand vous parlez de la mauvaise image du marin-pêcheur, c'est-à-dire que c'est par rapport au problème de la ressource, c'est-à-dire que voilà... Par rapport au problème de la ressource, effectivement, il y a... On dit souvent que les marins-pêcheurs sont des prédateurs, c'est ça? Ce sont des prédateurs, c'est ce qu'on dit. Moi, je n'en suis pas convaincu. Je pense que les marins, depuis qu'ils existent, et ça remonte au paléolithique, la pêche maritime, je crois que les marins-pêcheurs connaissent bien la ressource, ils la connaissent peut-être mieux que n'importe qui. Ils savent collaborer étroitement avec les scientifiques pour travailler sur cette histoire de ressources, qui est indispensable à connaître. Les scientifiques reconnaissent eux-mêmes qu'on ne peut pas toujours comprendre et connaître la ressource. Ils sont attachés à cette ressource, c'est leur gagne-pain. Donc il y a cette mauvaise image qui est parfois enfoncée par certaines ONG, par exemple environnementalistes, qui tirent à boulet rouge sur les marins. Mais il y a des points positifs quand même. On va parler par exemple du salaire. Alors le salaire, un jeune matelot qui embarque, dès les premiers mois, il touche jusqu'à 2 500 € net par mois. C'est pas rien aujourd'hui dans le... Oui, voire plus quand les traits sont bons, voire plus. Donc effectivement, le salaire est très bon, mais est-ce qu'il est bien connu? Est-ce qu'il est encore suffisamment connu par les jeunes qui pourraient s'engager dans ces métiers? Je n'en suis pas sûr. Pierre Karleskind, est-ce que c'est à la région aussi, pourquoi pas, de un peu mieux valoriser aussi ces métiers de la pêche? Moi, j'ai bien entendu ce que disait M. Claquin, qui dit on a besoin des politiques aussi à un moment pour faire entendre notre voix. Et depuis un bon moment, la région Bretagne, et je crois d'ailleurs au-delà des clivages partisans, a toujours eu une action assez forte vers justement ce monde de la pêche pour le représenter, pour porter ses intérêts. Parce que les décisions, déjà, elles sont prises assez loin, finalement, du terrain, puisque la politique commune des pêches, la politique européenne des pêches, c'est une des politiques les plus intégrées. C'est-à-dire quasiment tous décident, enfin tout, une bonne partie décide à Bruxelles. Après, ça se décline sur les territoires, mais beaucoup de choses se passent à Bruxelles. Et donc, il y a cette nécessité. Alors,
on parlait de la notoriété des métiers. On a fait en 2010 une enquête, justement financée par la région Bretagne. On a demandé aux jeunes lycéens bretons ce qu'ils pensaient des métiers. Eh bien, le résultat, c'est que 73% des jeunes bretons considéraient comme pas ou peu attractifs les métiers de la mer. Mais essentiellement par méconnaissance, parce qu'en même temps qu'ils les appréciaient peu, ils les connaissent peu. Alors le métier qui est bien connu, c'est moniteur de voile ou moniteur de surf. Ça marche pas mal, c'est connu et c'est assez apprécié. Mais par contre, c'est vrai que marin-pêcheur, la plupart des gens en ont une image soit assez ancienne, finalement le métier extrêmement dangereux, extrêmement difficile. Pas dire que c'est un métier extrêmement facile, mais enfin, les choses évoluent, les durées des marées diminuent d'ailleurs, on part peut-être un peu moins longtemps en mer, il y a un peu plus de temps pour se reposer, et ça c'est important de le faire savoir, et moi ce que je dis d'ailleurs souvent aux professionnels, c'est arrêtez de vous plaindre, parce que malgré tout, ça reste une profession où la profession elle-même renvoie parfois un peu une image négative. Oui, alors qu'il y a tellement d'éléments positifs, et ils le disent eux-mêmes, la ressource revient. Je crois que vous l'avez très bien dit, la ressource revient. Denis Biget, justement, pour rebondir sur ce qu'on a entendu dans le reportage, est-ce que l'enseignement maritime est adapté aujourd'hui? Parce qu'il y a des patrons pêcheurs qui se plaignent, qui voudraient avoir des jeunes matelots tout de suite opérationnels. Ce n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas le cas, mais l'enseignement est adapté, oui et non. Il est adapté parce que c'est un enseignement de pointe, c'est un enseignement de qualité, qui a su s'adapter depuis très longtemps, de très nombreuses années et décennies, aux activités de pêche, de façon locale ou de façon générale. C'est un enseignement adapté, mais c'est aussi un enseignement qui réclamerait, ou tout au moins les professionnels réclament, plus de pratique, plus de stages. Mais cette pratique, c'est quand on commence sa carrière professionnelle qu'on l'acquiert finalement. Oui, on l'acquiert sur le bord, la pratique. C'est au patron pêcheur aussi de se réserver peut-être un peu plus de temps pour la formation? Oui, mais est-ce que c'est possible pour un patron pêcheur de se réserver du temps pour former un jeune marin à bord? Je n'en suis pas sûr. Tout va très vite, tout peut aller très vite sur un bateau, et est-ce qu'il aurait vraiment le temps? Donc il faudrait, je pense effectivement, que cette formation maritime, les lycées professionnels maritimes, qui, je le répète, sont des outils extrêmement performants, consacrent peut-être un peu plus, c'est mon point de vue, consacrent un peu plus de temps au stage en mer, au stage embarqué, et développe une formation plus technique. Mais vous savez, la formation pratique et théorique, c'est un peu une dichotomie qui n'est pas très bonne. Toute formation, tout métier manuel, les spécialistes de didactique professionnelle le disent bien, tout métier manuel enseigne à celui qui le fait et permet de conceptualiser la tâche, conceptualiser le travail. Pour conclure, Denis Biget, franchement, je suis un jeune aujourd'hui, est-ce que je peux miser sur la filière pêche? Est-ce que c'est une filière qui a de l'avenir? On parle de flottille qui vieillit, on parle de raréfaction de la ressource, d'activités de plus en plus encadrées, sous surveillance réglementée. Est-ce qu'il y a de l'avenir dans ce métier? Moi, je ne ferai pas de projection, mais je dirais qu'il faut qu'il y ait un avenir pour ce métier, pour ces métiers. Ce sont plusieurs métiers, il faut qu'il y ait un avenir parce que c'est un secteur d'activité économique et sociale et culturelle riche. C'est aussi un vecteur d'identité professionnelle, individuelle et collective pour les pêcheurs, mais pour les non-pêcheurs. C'est aussi un vecteur d'innovation technologique qui est d'ailleurs souvent du fait des pêcheurs eux-mêmes. Ils savent innover en collaboration avec les scientifiques. C'est un vecteur d'innovation technologique, cognitive également. C'est des savoirs y faire, pour reprendre l'expression d'une amie anthropologue, c'est des savoirs y faire où il faut savoir s'adapter chaque jour, à chaque moment, à la situation qu'on ne connaît pas. Et ça, les marins-pêcheurs savent très bien le faire, tant sur le plan technologique, économique que social. Merci beaucoup, Denis Biget. Merci pour ce message d'espoir, pour cette filière qui est encore... d'après ce que l'on peut entendre, un bel avenir. Et pour faire l'étude de cette thématique, je vous renvoie donc à vos 2 livres. Les couvertures de vos livres vont apparaître à l'écran. Et vous nous conseillez également l'ouvrage d'Alain Le San, pêcheur breton en quête d'avenir, publié en 2016 aux éditions Scolvrez. Merci beaucoup. Alors on vient de le voir, une enceinte portuaire fait vivre plusieurs activités, plusieurs métiers. On peut aller au-delà de l'aspect économique et découvrir les ports sous une autre facette, car ce sont aussi des lieux de vie qui intègrent une ville ou une commune. Le reportage qui va suivre en est une parfaite illustration. Nous nous sommes rendus à Saint-Brieuc. La capitale des Côtes-d'Armor a longtemps tourné le dos à son port. Le site était oublié au milieu des fiches industrielles, mais en 20 ans, le Légué s'est considérablement transformé, accueillant des commerces, des bateaux de plaisance et de nouvelles activités. C'est même devenu aujourd'hui un lieu de promenade très fréquenté et très prisé. Voyons ça de plus près. Ça va faire 28 ans
bientôt, j'aurai passé plus de la moitié de ma vie à cet endroit. Gilda Chassebeuf habite au bout du port, tout près du phare. Dessinateur de métier, c'est un observateur privilégié du Légué. Le port, à une certaine époque, il y a 25 ou 30 ans, je dirais qu'il faisait peut-être un peu peur aux gens de Saint-Brieuc. Et puis, ici au Légué, on a réussi à les apprivoiser en mettant 2 ou 3 bistrots, 2 ou 3 restaurants, commerce de bouche. Et donc ce lieu s'est un petit peu épanoui et donc a appelé la population à descendre, que ce soit principalement de la population de Saint-Brieuc, mais également quelques touristes. En 2004, la métamorphose du Légué commence avec la réhabilitation des friches industrielles et l'évacuation du wagon. Un squat occupé par des punks depuis 7 ans. Quelques commerces s'installent. Ce caviste est l'un des premiers à y croire. Il ouvre en 2008 et attise la curiosité grâce à la façade colorée de sa boutique. Aujourd'hui, il apprécie la convivialité retrouvée sur le port. Alors, un port de détente. Un lieu où effectivement il est facile de dire bonjour à son voisin en levant le bras. C'est vraiment un lieu de comment dirais-je, d'agrément, où les rapports sont faciles. Le beau vin peut être une expérience intéressante. Il repose sur une appellation Fronton qui se situe... 10 ans après, la cave est ouverte 7 jours sur 7. Le patron a embauché 2 personnes et il a su attirer les gens de la ville. C'est plaisant de venir ici, de par les couleurs des maisons qu'il n'y avait pas avant. Non, c'est bien. Puis là, maintenant, on retrouve un sentiment de sécurité, parce qu'il faut quand même avouer que le Légué, à un moment, a été un peu négligé par rapport à son historique, on va dire. Complètement. Complètement. Hein. Et puis là, maintenant, on se promène en toute sérénité. On aime bien venir ici. On retrouve notre dessinateur au comptoir des Mouettes, un bar emblématique du port. Il n'y a rien sur le Légué. Dans le journal, t'as pas vu? Ici se côtoient les habitués, les touristes, les habitants des environs. L'ambiance est sympathique, la terrasse, enfin tout ça, les bateaux et tout, on est tout de suite en vacances, quoi. Même si j'habite Saint-Brieuc, je viens en vacances au Légué. Le port est donc redevenu un endroit fréquentable. Et ce changement n'est pas propre au Légué. Les docks de Londres, rappelez-vous, dans le temps, il y a une trentaine d'années, 30-35 ans, que les docks de Londres ont été restaurés et puis sont devenus des lieux bobos, là on peut le dire, hein, avec des appartements coûtant très cher, etc. Voilà. Ensuite, il y a eu le port de Nantes, le port de Brest. Dans le temps, c'était infréquentable. Le port de Brest, maintenant, c'est un lieu où c'est agréable d'aller prendre une bière, c'est toujours pareil. Le port de Bordeaux, jusqu'à il y a 10 ans, il n'était pas restauré. Et le port du Légué, c'est dans cette même mouvance, c'est-à-dire que les gens de la ville découvrent que sur le port, c'est pas simplement des marins bourrés, des prostituées, du baston, etc. et des bistrots louches, quoi. De la terrasse des Mouettes, cette vue imprenable sur le port de Plaisance. C'est là que Ernst et Bente ont amarré leur bateau. Ils vivent à bord depuis 3 ans avec leurs 2 enfants. Ils ont trouvé un port qui fonctionne au rythme des marées, vivant, loin de l'ambiance de marina, et espèrent qu'il gardera longtemps son caractère authentique. J'ai un peu peur que ça devienne chic. Ouais, c'est ça, on a un peu que ça devient un peu trop cher. Oui, je crains un peu ça parce que ça... En fait, j'aime bien cette ambiance du port de pêche aussi, qui est là. Pourtant, on ne sent plus beaucoup l'odeur de poisson au Légué. C'était le cas jusqu'à la fin des années 90. Depuis la création du port de Saint-Quay-Portrieux, tous les bateaux de pêche de Saint-Brieuc débarquent là-bas. Mais l'ambiance de port de pêche perdure grâce au chantier de réparation navale. Ce bateau de Roscoff va être remis à l'eau aujourd'hui, après 15 jours de travaux. C'est bon de l'autre côté, Vivi? Je fais l'arrière. L'arrière. 200 bateaux comme le Stern 3 sont réparés chaque année dans cette cabine de peinture, la seule ouverte pour ces grands navires entre les frontières belges et espagnoles. L'avantage, c'est qu'on respecte les délais de peinture et les délais de travaux. C'est-à-dire que si on a prévu 15 jours de travaux, on est sûr qu'à la fin, on sera dans les délais, on ne sera pas embêté avec la météo et les entreprises pourront travailler dans bonnes conditions. Patrons, pêcheurs et matelots assistent à la manœuvre. Ils vont pouvoir reprendre la mer dans les temps. Retour sous les fenêtres de Gilda, le dessinateur. Lui a vu sur le port de commerce.
sur ces cargos qui attendent au large. Le Légué est un port de fond de baie, soumis aux aléas des marées. Une semaine sur 2, ces caboteurs ne peuvent pas y entrer. Et si rien n'est fait, vu l'augmentation de leur taille, bientôt ces bateaux n'accéderont plus au port. La construction d'un 4e quai est à l'étude. La solution, c'est de faire le 4e quai là-bas, le long de la rivière, pour pouvoir maintenir l'accès au maximum pour les bateaux, les forts tirants d'eau. Du coup, on gagnerait quelques journées par mois et c'est pas négligeable pour l'avenir du port du Légué. Gilda Chassebeuf n'imagine pas un port sans cargo. Il ne se lasse pas du paysage, source d'inspiration infinie pour dessiner. Tout change tout le temps. La couleur des ciels, les marées, les allées et venues des bateaux. Un cargo qui part, quand il arrive, il ne trimballe pas simplement du fret dans sa cale, il trimballe aussi des histoires, le port d'où il vient, le port où il va partir, l'histoire des marins qui le font avancer. Et puis ces histoires-là me nourrissent et me permettent de m'enraciner, de m'accrocher encore un peu plus à mon rocher. Après ces travaux sur le port de commerce, la métamorphose du Légué sera presque achevée. Elle aura contribué à redonner le goût de la mer aux habitants de Saint-Brieuc, dont on a si souvent dit qu'il lui tournait le dos. Et nous a rejoint Bruno Julien. Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Plobanalec-Lesconil. Vous venez nous parler du travail effectué par l'association Les Ports d'intérêt patrimonial, créée il y a 7 ans, c'est ça, par les communes finistériennes, qui commencent à voir s'aimer un peu des adhérents un peu partout en Bretagne. Je ne sais pas si le port du Légué est adhérent. Alors, le port du Légué n'y est pas, mais écoutez, on lui tend les bras. Alors justement, l'histoire de cette renaissance montre bien que les communes devraient peut-être un peu plus, décidément, entre guillemets, bichonner leur zone portuaire, non ? Non seulement leur zone portuaire, mais l'environnement des ports. Et c'est vrai que tout à l'heure, vous avez donné un chiffre au début de l'émission, vous avez dit 2700 km de côte sur la région Bretagne. Et nous, on s'est amusé à faire un petit travail d'expertise. On a repéré 287 ports, petits ports, cales, ports de fond d'estuaire, ports-abris, donc toutes les tailles, mais autant de ports qui ont une histoire maritime qui est très forte et une culture très ancienne. Et tous ces espaces, tous ces lieux nous ont légué ce qu'on appelle, dans notre jargon, des héritages. Des héritages, et c'est par exemple justement les cales, les quais, des sémaphores, des phares, des conserveries, et puis tout le bâti des populations maritimes. Alors tout ça fait partie tellement de notre paysage qu'on l'oublie un peu de temps en temps. On passe souvent à côté aussi. On passe souvent à côté, et c'est vrai que beaucoup de ports sont en reconversion. L'économie maritime a beaucoup évolué. Les ports de pêche comme celui de ma commune, de notre commune, est un port à la langoustine très très actif. Brignot, c'était, je crois, la sardine. Bon, et ces ports ont évolué. Et il y a une évolution très sensible qui fait que, on change d'usage, on devient des lieux qui sont intéressants pour venir y habiter en résidence secondaire, etc. Et nous, on pense qu'effectivement, ce patrimoine maritime mérite d'être conservé. Il ne faut pas le mettre sous cloche. Alors, justement. Il ne faut pas sanctuariser. Non, vous avez tout à fait raison, parce qu'on pourrait imaginer soit l'attitude de dire on met tout sous cloche, on devient en fait un peu un port ou une ville. Un port musée. Et ça, je ne pense pas que par rapport à l'économie, c'est quelque chose qui soit tout à fait intéressant. Et ce n'est pas du tout l'approche de port d'intérêt patrimonial. Soit, on laisse démolir. La troisième voie, nous, c'est ce qu'on a prôné et qui se met en place dans un certain nombre de ports, c'est d'abord d'inventorier, de connaître. Il y a un gros travail de recensement à faire. Comment vous le faites, justement ? Alors, justement, là, l'association Port d'intérêt patrimonial, elle est appuyée sur le laboratoire, l'Observatoire culturel maritime de Bretagne, avec donc à l'UBO, l'Université Bretagne-Ouest, avec des personnes comme Françoise Perron, Laure aux enfants, qui sont des chercheurs qui font un travail formidable d'inventaire. Pour ma commune, par exemple, nous avons demandé d'abord un inventaire du patrimoine. Et ça, c'est le préalable pour prendre les bonnes décisions.
Et vous faites aussi tout un travail de sensibilisation auprès des élus pour qu'ils intègrent aussi aujourd'hui les zones portuaires dans leur plan local d'urbanisme. C'est important aussi. Ce ne sont pas des zones à part. C'est vrai que c'est des zones qui ont souvent eu mauvaise réputation, on l'a entendu dans le reportage, c'était un peu le cas il y a 20 ans pour le Légué. Aujourd'hui, ce sont vraiment des quartiers, on va dire, à valoriser. Ce sont des quartiers à valoriser parce que justement, ils présentent beaucoup d'agréments. Hein, et je pense que quand, et là on est un peu dans la fonction touristique, les gens viennent chez nous, en Bretagne, c'est pour voir ces espaces portuaires et puis les espaces environnants, les quartiers. Et donc, effectivement, il faut les valoriser, c'est tout à fait important. Donc là, c'est ce qu'on souhaite aussi mettre en avant. Pierre Karleskind, est-ce que, bon, on l'a vu, les ports font partie de notre patrimoine, font partie de la carte postale bretonne. Est-ce qu'on peut imaginer une grande fête des ports bretons? Parce qu'il y a des fêtes maritimes un peu ici ou là, à Brest, Douarnenez, ou même du côté de Saint-Malo, un peu partout sur la côte. Mais est-ce qu'on pourrait créer un événement sur une journée, par exemple? Écoutez, un événement festif? Pourquoi pas, mais moi j'ai l'impression que les ports, ils arrivent bien à se débrouiller eux-mêmes pour se mettre en valeur. Et je crois qu'il n'y a pas un port en Bretagne qui n'a pas sa petite fête de la mer, ou sa grande fête du port, ou ses grandes fêtes maritimes, comme on peut les voir à Brest. Et on voit vraiment dans tous les ports, et c'est extrêmement important parce que il y a évidemment le patrimoine matériel, mais ce que font vivre aussi ces ports, c'est le patrimoine immatériel. Et tout ceci est lié, c'est-à-dire que, et ce en quoi je rejoins, et vraiment je suis très heureux de l'entendre, je rejoins Bruno Julien, c'est que, eh bien, si on les met sous cloche, en fait, de facto, on va faire disparaître le patrimoine immatériel. C'est quoi? C'est les usages, c'est les histoires, tout ce que peuvent nous raconter nos anciens. Et c'est bien parce qu'on accepte de changer, d'évoluer, qu'on est capable de mettre en valeur ces histoires, ces anciennes façons de faire et de les confronter avec le présent. Je crois qu'il y a une longue histoire qu'on est en train de tisser et qu'ensemble, on arrive à perpétrer. Pour terminer, Julien, vous vouliez ajouter? On va écouter. Ça coûte de l'argent aussi de valoriser ces zones portuaires. Alors il faut de l'argent bien évidemment et nous ça a commencé avec le département du Finistère et puis maintenant il y a les Côtes d'Armor, il y a le Morbihan, il y a des labels qui sont attribués pour les communes qui sont considérées comme exemplaires et qui intègrent cette problématique dans leur projet d'urbanisme. Et nous, on pense que il y a tout un tas de réseaux qui sont en place à l'échelle de la Bretagne, les petites cités de caractère. Tout ça doit travailler ensemble. Et donc, tout ça doit travailler ensemble. Et nous, c'est le clin d'œil, ça serait sous l'égide de la région, nous en serions parfaitement heureux. Eh ben voilà, on y réfléchit, on y travaille, on est en train de regarder ça de près. Merci beaucoup Bruno Julien d'avoir répondu à notre invitation. Pierre Karleskind, comme chaque mois, nous allons terminer notre émission avec notre séquence archive. Il nous reste à évoquer le secteur de la plaisance, très important en Bretagne, indissociable de notre histoire. Pour notre séquence C'était il y a, nous avons choisi de faire escale dans le Morbihan à la Trinité-sur-Mer. Tous ces jeunes qui se contentent, pour l'instant, de dériveurs, voudront peut-être accéder un jour à des bateaux plus importants. Et là se pose la question, est-ce que nos ports de plaisance sont aptes à les recevoir? Et le port qui a été agrandi il y a environ 2 ans est plein. Et alors qu'au moment où il a été fait, où les projets ont été faits, mettons qu'il y a 3 ans et demi, 4 ans, on pouvait penser qu'il y avait pour un certain temps à être tranquille. Bien non, il est plein et on refuse du monde. Et cela malgré les 1 600 000 francs de travaux entrepris tout dernièrement, dont le quart financé par l'État, pour l'agrandir. Pour l'avenir, il faut déjà envisager d'autres projets. Le premier projet, le plus important, celui qui s'impose, c'est l'extension du port. Nous ne pouvons le faire que vers le nord, vers le pont de Kérisper. Il est prévu et nous espérons qu'il sera fait sans trop tarder. Ce manque de place dans le port de Trinité-sur-Mer est le problème de tous nos ports de plaisance. Voilà, reportage réalisé en 1966, on a l'impression que rien n'a changé. Toujours des problèmes de saturation sur les pontons bretons. Je pense quand même qu'il y a un certain nombre de choses qui ont changé et je crois vraiment que sur la plaisance, on est à un moment qui est un peu à la croisée des chemins.
C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce sentiment qu'il y a un manque de place dans les ports de plaisance. C'est probablement vrai, mais il faut se poser la question, étant donné 78 500 places. Oui, voilà, mais étant donné le nombre de bateaux, enfin surtout le nombre de jours de navigation des bateaux, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelques solutions à terre? Et puis surtout, on est en train de voir un changement profond des pratiques de la plaisance. Et ça, je crois qu'il faut bien l'avoir en tête. Les industriels du nautisme qui fabriquent les bateaux l'ont pris de plein fouet, parce qu'en plus, avec la crise de 2008, plus un changement complet des pratiques. Quand je dis changement de pratique, ça veut dire qu'il y a une génération qui est en train de partir avec ses bateaux. Il y a une génération qui avait acheté ses bateaux, qui les ont mis au port. Aujourd'hui, la génération qui vient, elle a plus envie... Ça, c'est l'avenir. Non, elle a surtout plus envie de ne pas acheter son bateau et de ne pas s'embêter à l'entretenir. Il y a un moment, les gens préfèrent aller louer, sont plus nomades, ils sont moins attachés à un point particulier pour aller naviguer. Et donc, il faut vraiment se projeter dans cet avenir et donc s'attacher beaucoup plus aux usages, aux services qu'on peut apporter aux plaisanciers, au passage aussi, ça je crois que c'est extrêmement important. Nous avons des amis britanniques, certes, ils s'éloignent un petit peu de nous avec le Brexit, mais quelle richesse ils peuvent apporter aussi sur les ports bretons. Et le légué, d'ailleurs, on l'a bien vu tout à l'heure, un de ses éléments attractifs, c'est qu'il arrive à attirer des clients de passage britanniques. Donc c'est là qu'il y a vraiment un travail à faire. On est dans ce moment où les choses évoluent très fortement sur le paysage de la plaisance en Bretagne. Avec une concurrence aussi très forte entre les différentes régions, entre le bassin méditerranéen, la face atlantique et la Bretagne. Ce serait quoi le petit plus de la Bretagne pour conclure? Le petit plus de la Bretagne, c'est une pratique, c'est une diversité de paysages absolument extraordinaire et puis des conditions de mer qui sont adaptables à toutes les envies. Les grands sportifs, les caboteurs du dimanche, tout le monde peut y trouver entre la rade de Brest, la rade de Lorient et puis aller un petit peu plus au large, on a vraiment de quoi faire en Bretagne. Merci beaucoup Pierre Kerleskin d'avoir été le grand témoin d'Enquête de Région ce mois-ci. Enquête de Région Bretagne, c'est aussi à revoir en replay sur notre site internet bretagne.france3bretagne. Vous cliquez sur l'onglet émissions, sans oublier bien sûr notre présence sur les réseaux sociaux. Le mois prochain, nous évoquerons le tourisme vert, le tourisme nature, là aussi une belle carte à jouer pour la région Bretagne. Les programmes se poursuivent sur France 3. Merci pour votre fidélité.